L'axe Bamako-Ségou enregistre fréquemment des accidents mortels. 2 accidents graves sont survenus cette semaine et l'on déplore plusieurs victimes. C'est parti pour la 4e édition du rendez-vous du cinéma malien. L'événement met les professionnels du domaine en réflexion pour mieux valoriser leur art. Et les chroniqueurs du vendredi est aussi au rendez-vous. Toute l'actualité sportive en fin de journal avec Mohamed Kenouvi. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Les accidents mortels sont fréquents sur la RN6, reliant principalement Bamako à la région de Ségou. De nombreux morts ainsi que des blessés sont à déplorer. Paul Yapinguesson. Rénovée, la route reliant Bamako à Ségou constitue aujourd'hui un véritable axe accidentogène. Il est rare de passer un mois, voire une semaine sans entendre l'écho d'un accident de circulation sur cette voie. Les dernières en date remontent au dimanche 25 août et jeudi 29 août 2024, impliquant plusieurs véhicules de transport en commun et des camions qui sont entrés en collision à la sortie de Fana, plus précisément à Tengolé. Les circonstances exactes ayant entraîné cet incident tragique restent encore indéterminées. Comme la quasi-totalité des accidents qui se sont produits sur cette voie, ce grave incident serait survenu une fois encore à la suite de collisions entre un bus et un camion. L'on se rappelle que le mardi 3 août 2021, à Zambogo, un village situé à 20 km de la ville de Ségou, un accident qui avait fait l'actualité nationale et internationale a fait 41 morts, dont un nourrisson et 33 blessés, dont 3 graves selon le ministère des Transports. Et les statistiques des accidents de l'année 2023 en disent long sur le fléau. Malheureusement, le nombre de tués a augmenté, passant de 684 à 689 tués. La première leçon que nous pourrons tirer de ces données, c'est que malgré la réduction des accidents, les accidents sont devenus plus graves. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'accidents graves dus en grande partie à la pratique des excès de vitesse. La deuxième leçon, c'est que quand nous regardons les statistiques de cette année, c'est que les transports en commun, les véhicules, les cars, les taxis, les sous-traitants, les véhicules poids lourds ont fait autant de victimes, voire même plus que les engins à 2 et 3 roues. Selon Moustapha Diawara, journaliste, l'incivisme des routiers et le métier des forces de sécurité en sont les causes. Pour preuve, tous les accidents avec un bilan lourd sur la route de Ségou sont causés par un gros porteur en panne immobilisé sur la voie. Soutien d'Atrine. Sekou Tangara, journaliste également de son côté de martelé que la plupart de ces accidents sont des collisions frontales entre un véhicule à l'aller et l'autre au retour et vice-versa. Ces drames ne seraient donc pas survenus si on était par exemple sur un 2x2 voies. En 2010, le Conseil des ministres avait adopté un projet de décret pour l'aménagement d'une autoroute moderne et ses annexes, notamment sur cette section Bamako-Ségou, une voie 2x2 voies sur une distance de près de 221 km. Un aménagement qui entre dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur du pays et dans le cadre de la réalisation du réseau d'autoroutes de l'Afrique. À ce jour, on se demande où est cette autoroute. Quant à Mahaman Mariko, président du parti Crowd Façonita, il soutiendrait de son côté, je le cite, ne disposant pas de radar sur nos axes routiers, les agents de la sécurité routière doivent faire des patrouilles régulières. Cette mobilité des agents permettra d'identifier beaucoup de situations répréhensibles et avoir un effet de dissuasion sur les usagers. L'État, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, a accentué la sensibilisation des usagers avec la Semaine nationale de la sécurité routière. Toutefois, cette sensibilisation semble tomber dans les oreilles de sourds. C'est d'abord, dans un premier temps, lutter farouchement contre l'excès de vitesse, qui est donc la cause principale des accidents mortels de la circulation routière. La deuxième chose, c'est d'inciter vraiment les usagers vulnérables, notamment les piétons, à emprunter les passages piétons et les passerelles là où elles existent. Et l'autre mesure, c'est que nous devons faire la promotion des outils de sécurité active, c'est-à-dire le port des casques, le port de la ceinture de sécurité, pour que les accidents soient de moins en moins graves. Quant aux remorques et autres engins utilitaires, la plupart d'entre eux sont de véritables épaves sur route. En plus du fait qu'ils ne répondent plus aux normes en vigueur pour circuler sur les routes maliennes, ces véhicules donnent dans l'accès de charge le poids de marchandises transportées, ne correspondant pas aux caractéristiques techniques de la carrosserie. Cette surcharge occasionne des défaillances mécaniques et des accidents graves, où les remorques se détachent pour finir leur course dans les ravins quand ils ne tombent pas,
Et c'est souvent le cas sur des véhicules plus petits, occasionnant des morts et des blessés. Les accidents sur la route en général et ceux sur la Ségou-Bamako en particulier interpellent tout le monde, notamment les forces de l'ordre présentes sur ce tronçon. Il faut que chacun fasse de l'insécurité routière sa préoccupation afin de mettre fin à ce fléau. Dans l'écho des régions, nous parlons encore de ces accidents mortels aux alentours de Fana. À Badzangara, un ancien a été tué par des hommes armés non identifiés. Aussi à Kurundé, dans le cercle de Bankas, une attaque a été perpétrée par des groupes armés terroristes. De l'autre côté, à Kaï, le nouveau préfet d'Ousbidjana a pris fonction. Le tour d'horizon avec Assetoumani Koulibaly. Nous débutons cette page d'information dans les régions avec ce tragique accident survenu hier jeudi dans la matinée où plusieurs personnes seraient décédées en sus d'un nombre conséquent de blessés. L'accident a eu lieu à quelques kilomètres de Tangolé, cercle de Fana. Selon les informations, c'est un car en provenance de Bamako et un camion venant dans le même sens qui se sont retrouvés en face, causant par la suite l'accrochage, ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Cet incident est le second sur le même axe après celui de dimanche dernier. Après 2 cas d'assassinat à Niafunké, c'est à Bajangara que les regards sont dorénavant dirigés. L'enseignant Oumar Guindo est la victime ayant été tuée par des individus armés non identifiés près de Bajangara, à des kilomètres de la ville. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale a condamné l'acte, le qualifiant d'odieux. Cet énième assassinat fait suite à celui des victimes Bokari Kisobokoum et Ousmane Adao, tous deux directeurs d'école respectivement à Arabébé et à Gundam Teskel, qui ont été retrouvés sans vie le 17 août 2024 à Niafunké. Du coup, la question de la protection des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement dans les zones d'insécurité, suscite un vif débat à travers le pays. Car en l'espace de quelques jours seulement, 3 enseignants ont été froidement assassinés par des hommes armés non identifiés alors qu'ils accomplissaient leur mission éducative. Ils sont désormais devenus des cibles privilégiées pour ces groupes armés. Selon Moulay Konimba, secrétaire général du Ben Sipesco, l'annonce de ces assassinats odieux a plongé le secteur éducatif dans l'amertume et a renforcé les inquiétudes concernant l'avenir de la profession enseignante dans les régions affectées par l'insécurité. À Bajangara, plus précisément dans le village de Kurundé, cercle de Bankas, selon une information recueillie sur Studio Tamani, une attaque a été perpétrée par des hommes armés à bord d'une moto. Le bilan ferait état d'une personne tuée et un troupeau de vaches emportées. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi au mercredi 28 août. Une attaque qui empêche non seulement les cultivateurs d'aller au champ, mais crée la peur chez les populations. Du côté des Kaï, en première région, dans le cercle d'Oussoubidjanjan, l'installation du premier préfet du cercle s'est effectuée. Provisoirement installé, de normes défis l'attendent. Il s'agit de parvenir à un meilleur renforcement de la cohésion sociale entre les habitants, mais également de parvenir à une amélioration de l'état des routes du cercle. Une cérémonie officielle devrait être tenue dans les prochains jours. La 4e édition du rendez-vous du cinéma malien a ouvert ses travaux ce vendredi 30 août au Centre national de la cinématographie. Objectif à développer et promouvoir le cinéma malien. Djeneba Samaki. Le rendez-vous du cinéma malien est une opportunité d'échange et de partage avec les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Le thème de cette 4e édition est les professionnels du cinéma, acteurs du développement intégré. Pour cette 4e édition, nous avons organisé une projection de film, ensuite un vernissage sur les œuvres de certains artistes qui ont participé à la réalisation du film Fatou, une production du Centre national de la cinématographie. Le film Fatou ou encore Les Fous du réalisateur Fousseini Maïga, non moins directeur national du Centre cinématographique, met en avant notamment la culture, l'apport de la culture dans l'économie nationale. C'est vraiment le premier film où les artistes eux-mêmes reconnaissent que oui, nous sommes des fous. Et on explique aux gens pourquoi nous sommes des fous et qu'est-ce que vous devez comprendre dans vos folies. Et donc c'est vraiment un voyage, c'est le résumé de l'histoire contemporaine du Mali. Ces rendez-vous annuels du cinéma donnent également l'occasion à des professionnels du 7e art de faire la promotion de leur œuvre. Un film, c'est déjà de la créativité,
Et nous avons vu qu'il y a plus de créativité dans ce film à travers la démarche même du film. C'est une confiance que Foussine m'a donnée de créer des costumes en tant que danseur. Donc à travers cette confiance-là, voilà, j'ai créé les costumes qui vont avec les fous. Et l'idée de venir maquiller ces fous, entre guillemets, a été quelque chose qui a été énorme pour moi. L'objectif, ce n'était pas vraiment de maquiller les gens comme on le fait ordinairement, mais c'est vraiment de faire en sorte que ces personnes-là puissent mieux incarner les rôles de fous. Quand j'ai lu le texte, je me suis mis à creuser la tête, à chercher par-ci par-là comment faire pour rendre ce rôle. Parce que, comme je l'ai dit, c'était ma première expérience d'incarner un rôle de fou. Et je pense que je ne le regrette pas. Pendant 2 jours, les cinéastes échangeront à travers des panels, des projections de films et des causeries débats, discuteront également sur les mots qui minent leur secteur. En bref, le chef d'état-major de l'armée nigériane, le général Christopher Moussa, était en visite ce mercredi au Niger où il a rencontré son homologue nigérian, le général Moussa Salaou Barmou. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à reprendre et renforcer leur collaboration militaire afin d'assurer la stabilité et la sécurité régionale. Une reprise de la coopération qui intervient après plus d'1 an d'interruption des relations entre les deux voisins en raison du coup d'État militaire du général Tiani en 2023. D'une visite à une autre, Yacine Fall, la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, effectue une visite à Moscou pour rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. Au cœur des discussions, le renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et la Russie, mais aussi la question du terrorisme et les relations avec les États de l'AIS. Aminata Keïta. Il s'agit de la première visite de la chef de la diplomatie sénégalaise en Russie sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Avec cette visite, le Sénégal souhaite renforcer ses coopérations avec la Russie. Yacine Fall souhaite augmenter les importations de blé de la Russie vers le Sénégal avec l'ouverture prochaine d'une usine Kamaz dans le pays. Nous avons un cadre réglementaire très riche, composé d'une 30aine d'accords. Mais nous souhaitons la renforcer notamment dans les secteurs tels que l'exploitation minière, l'énergie, l'agro-industrie, la recherche scientifique, la formation dans les métiers liés aux hydrocarbures, ainsi que la pêche. Donc c'est un partenariat auquel nous appelons un partenariat gagnant-gagnant, où il y a non seulement l'investissement étranger, mais aussi le transfert de technologies. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a exprimé la volonté de Moscou d'aider le Sénégal et d'autres pays africains à renforcer leur capacité de défense tout en restant préoccupés par la menace terroriste croissante sur le continent, principalement au Sahel et dans le Sahara. Ce fut également l'occasion pour la ministre Fall de souligner que quelle que soit l'issue des négociations entre les États de l'AES et la CEDEAO, ils resteront toujours des pays frères. Vous savez, les pays de l'Alliance du Sahel sont des pays frères. Il n'y a pas de possibilité. Nous ne pouvons pas déménager, comme on dit. Nous sommes des voisins, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par des liens de sang. Donc, il n'y a aucune opportunité ou possibilité pour qu'il y ait une fracture entre nous et les États du Sahel. À l'issue de cette visite, le chef de la diplomatie russe s'est engagé à augmenter les bourses d'études pour les Sénégalais dans les universités russes, passant de 75 à 102 à compter de la nouvelle année universitaire, et l'envoi d'experts pour mettre en place au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique des portails de services publics avec la Russie. À noter aussi que le 10 juillet dernier, une chambre de commerce et d'investissement Afrique-Russie-Eurasie, première du genre en Afrique, a été inaugurée au Sénégal. Cette instance est destinée au renforcement du partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique, mais aussi à la coopération dans le secteur de l'économie, du commerce, de la sécurité, l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les transports. Le Premier ministre espagnol a achevé sa tournée en Afrique de l'Ouest. Elle a été marquée par la signature de plusieurs accords en matière d'immigration entre la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal. Ibrahim Babi et Aminata Bougou Djebagati. La première étape de la tournée de Pedro Sánchez a débuté par la Mauritanie où le Premier ministre espagnol a rencontré le président mauritanien pour discuter des défis migratoires. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente visant à lutter contre l'immigration illégale et à promouvoir la migration légale. Ce partenariat inclut des mesures pour renforcer la sécurité aux frontières et des initiatives pour créer des opportunités économiques pour les jeunes Mauritaniens.
En Gambie, le Premier ministre espagnol a discuté de la migration circulaire avec les autorités gambiennes. Un accord similaire à celui signé en Mauritanie a été établi, mettant l'accent sur la formation professionnelle et l'intégration des migrants dans le marché du travail espagnol. Pedro Sanchez a souligné l'importance de fournir des alternatives légales et sûres pour les migrants afin de réduire les risques associés à l'immigration clandestine. Cette tournée ouest-africaine a pris fin hier jeudi 29 août à Dakar, au Sénégal, où Pedro Sanchez a séjourné pendant 48 heures. Il a rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les discussions ont porté sur la nécessité d'une approche multilatérale pour gérer les flux migratoires. Un troisième mémorandum a été signé, renforçant les engagements des deux pays à travailler ensemble pour promouvoir la migration légale et lutter contre les réseaux de trafiquants. La tournée africaine de Pedro Sanchez a mis en lumière l'engagement de l'Espagne à collaborer avec les pays d'Afrique de l'Ouest pour gérer les défis migratoires. Les accords signés visent à offrir des opportunités économiques aux jeunes Africains tout en renforçant la sécurité et en réduisant l'immigration illégale. Cette initiative de migration circulaire pourrait servir de modèle à d'autres pays européens cherchant à équilibrer les besoins économiques et les défis humanitaires liés à la migration. Ces trois pays côtiers africains sont devenus les principaux points de départ des migrants qui tentent d'atteindre les îles Canaries, où, selon le ministre espagnol de l'Intérieur, plus de 22 000 personnes sont arrivées depuis janvier. Et bien évidemment, nous parlons sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Marie-Tou. Alors demain, la liste des aigles est attendue pour les éliminatoires de la CAN 2025. Oui, la liste des aigles convoqués pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 sera effectivement dévoilée demain samedi lors d'une conférence de presse prévue à 11h au siège de la Fédération malienne de football. Une liste très attendue, mais surtout une interrogation qui demeure autour de la présence effective des cadres de la sélection qui avaient annoncé leur retrait en solidarité avec le capitaine Amari Traoré, suspendu par la FEMAFOOT. Il faut préciser que c'est le sélectionneur par intérim Badra Alou Diallo, dit Conti, qui va diriger l'équipe lors de ces 2 premières journées, notamment face au Mozambique le 6 septembre prochain, ici à Bamako, et en déplacement le 10 septembre contre l'Eswatini. Le nouveau sélectionneur fraîchement nommé cette semaine, Tom Saint-Fit, ne débutera quant à lui son aventure autant pour moi à la tête des aigles qu'à partir de la 3e journée de ces éliminatoires. Et concernant les infrastructures sportives, 2 nouveaux stades ont été homologués au Mali. Après les stades du 26 mars, Mamadou Konaté et Babemba Traoré de Sikasso, la Confédération africaine de football vient d'approuver 2 autres stades au Mali. C'est ce qu'a annoncé hier jeudi la Fédération malienne de football. Il s'agit du stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, inauguré lundi dernier après sa rénovation, et du stade Barema Bokoum de Mopti. Cela porte désormais à 5 le nombre total des stades homologués dans notre pays pouvant accueillir les compétitions internationales. Afrobasket U18 2024, pour changer de discipline, nous avons le calendrier du Mali sur les 2 tableaux. Effectivement, l'afrobasket féminin et masculin U18 2024 se déroulera du 1er au 14 septembre en Afrique du Sud et on connaît désormais le calendrier complet du Mali dans les 2 compétitions. Logés dans le groupe B, les Aiglones entrent en lice dimanche 1er septembre à 18h30 face à l'Angola avant de défier la Zambie le 4 septembre à 13h et de terminer la phase de poule face au Maroc le 7 septembre à 15h30. Les Aiglons, quant à eux, débutent mardi 3 septembre prochain à 18h avec un derby face au Sénégal. Pour leur 2e sortie, ils seront face au Cameroun le 6 septembre à 18h avant de terminer le 9 septembre contre la Côte d'Ivoire. Match prévu à 15h30. Les 2 équipes maliennes U18 filles et garçons se sont envolées pour l'Afrique du Sud mercredi dernier après une phase de préparation à Bamako. Pour rappel, le Mali a été sacré champion de l'afro-basket féminin U18 2022 à Madagascar et détient le record dans la compétition avec 8 titres. Pour ce qui est de l'afro-basket masculin, le Mali a décroché la médaille de bronze en 2022 à Madagascar et a déjà remporté le titre à 2 reprises.
Et on termine avec le classement FIBA féminin. Le Mali maintient son rang. La FIBA a dévoilé en début de semaine son nouveau classement des sélections nationales féminines après le tournoi olympique de basketball et les tournois de pré-qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le Mali n'a pas bougé par rapport au dernier classement. Les Aigles dames sont toujours classés 20e dans le classement mondial devant la République tchèque et le Monténégro. En Afrique, le Mali est aussi toujours deuxième derrière le Nigeria et devant le Sénégal, troisième et le Mozambique, quatrième. Si le Mali fait du surplace donc au niveau du classement mondial, certaines nations ont gagné d'importantes places. Le Rwanda notamment a fait le plus grand bond en gagnant 12 places, suivi de la Norvège 11 places et de Andorre qui a également gagné 9 places. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Marie-Tou. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous.